pour aider ces marques, si je puis dire, je ne leur demande ni frais fixes ni rien. C'est-à-dire que s'ils ne vendent pas sur la marketplace et si je ne joue pas mon rôle d'apporter des acheteurs, eh bien, ça ne leur coûtera rien. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode du podcast Les Experts Marketplace. On est très heureux aujourd'hui d'accueillir Marie-Laure Durier, qui est CEO et fondateur d'une marketplace qui s'appelle La Beauté Française. Donc bonjour Marie-Laure. Bonjour Alexandre et bonjour à tous nos auditeurs. Je suis ravie que tu m'accueilles sur les Experts Marketplace. C'est un podcast que j'adore parce que j'y apprends toujours beaucoup de choses. Donc j'espère qu'il en sera de même aujourd'hui avec nos auditeurs. Alors, j'ai aucun doute parce que tu es sur un sujet qui intéresse beaucoup les auditeurs, bien sûr, le sujet marketplace, et parce que la beauté française, tu vas nous en dire plus, on a tous hâte de savoir, c'est voilà, une plateforme d'achat qui est responsable pour acteurs engagés dans tout l'univers de la green beauty made in France. Donc, tu vas, selon le fil rouge qu'on suit habituellement pour ce podcast, nous reparler des ambitions de la marketplace, la beauté française, de son positionnement, etc. Ensuite, on se fera un focus sur les marques que tu mets en avant sur cette marketplace. On parlera bien sûr, le nerf de la guerre, des acheteurs, qui sont les acheteurs que tu vises. Et puis, on dira un petit mot, parce que ça intéresse toujours les auditeurs, sur les sujets transactions, même si on n'est pas des experts du paiement. Voilà, puis tu nous diras un peu quels sont les conseils que tu souhaites partager avec les auditeurs. On y va, Marie-Laure ? Bah, écoute, parfait, c'est parti. Alors, toujours exercice difficile, un peu dans l'esprit de l'elevator pitch. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est que la beauté française ? Est-ce que je me présente d'abord? Tu Alors, m'autorises? oui. Alors, effectivement, présente-toi en nous parlant de ton parcours, et puis après, tu nous pitcheras Ok, effectivement promis. la beauté Promis, française. je te fais ça. Okay. Donc, je suis Marie-Laure Durier, comme tu l'as dit, et je travaille dans les parfums et cosmétiques depuis 25 ans. J'y exerçais des fonctions de direction commerciale, d'abord chez Guerlain pour le marché du Travel Retail Europe, puis chez Clarins sur le marché français. J'ai quitté Clarins il y a quelques mois pour lancer donc cette fameuse marketplace B2B dédiée aux acteurs français de la beauté et du bien-être, donc des acteurs qu'on va découvrir mais qui sont engagés pour la santé des hommes et la protection de la planète. Donc comme tu l'as dit, cette marketplace, elle s'appelle La Beauté Française. Donc, intéressant, tu as un parcours dans un grand groupe, dans un univers tu connais très bien, et donc tu vas finalement te capitaliser sur cette expertise, et puis dans des postes plus sales. Alors, justement, quel est le diagnostic qui t'a conduit à te dire, là, il y a effectivement une offre à proposer sous forme de marketplace au marché? Tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, bien sûr. Alors, le marché de la beauté, il est aujourd'hui dominé par toutes les marques qu'on appellera conventionnelles ou historiques, qui sont présentes dans tous les circuits de distribution adressant la beauté. Que l'on parle de parfumerie, de pharmacie, de grands magasins, ils ont tous à peu près la même offre à proposer et se disputent en fait les faveurs des consommateurs, souvent sur le seul argument du prix. À côté de ces marques conventionnelles, en fait, on a des nouveaux acteurs qui arrivent, que j'appelle des jeunes pousses françaises, qui sont plus agiles et qui proposent donc, dès leur arrivée sur le marché, des formules clean ou green, avec des produits disruptifs qui sont réclamés en fait par le consommateur. On va parler, elles vont nous lancer par exemple du dentifrice à croquer, du shampoing solide, des textures en poudre, sans eau, enfin ce genre de produits un peu innovants. Les marques historiques, elles ont aussi pris ce virage du clean, mais forcément, on imagine bien quand on a 200, 300, parfois 500 références à modifier, ça se fait pas en un claquement de doigts et elles vont mettre beaucoup plus de temps à transformer leurs formules pour les rendre clean en fait. D'accord. Alors, ce qu'on se dit, donc effectivement, on voit bien le positionnement, on voit bien la réponse à une demande du marché à laquelle tu offres une réponse. Mais la question qu'on se pose, on se dit, ces marques-là, qui sont des marques, des nouvelles marques, dans un positionnement donc Green Beauty, est-ce qu'elles n'ont pas aussi déjà leur circuit de distribution digitale? Est-ce qu'elles n'ont pas déjà un site e-commerce qu'elles ont fait avec du Shopify, un PrestaShop, etc., sur lequel elles vendent? Ça leur suffit peut-être pas. Enfin,
C'est Alors quoi? effectivement, elles se lancent, toutes avec un site e-commerce. Maintenant, créer du trafic, générer du trafic sur un site quand on est peu connu, ça coûte beaucoup d'argent et elles se rendent vite compte que, on leur impose, d'avoir des productions via des labos d'un certain nombre de pièces, souvent entre 3 000 et 5 000 pièces et que un site e-commerce seul leur permet pas de d'écouler, ces produits et on sait que dans la beauté, en plus, on a des dates de péremption à respecter, donc il faut pour elles, en tout cas, activer, plus rapidement les ventes. Donc la marketplace, tombe à pic. D'accord, donc ça, c'est vraiment enfin, l'exploitation le modèle marketplace qui permet d'augmenter effectivement son nombre de clients à une marque et l'accès à un grand nombre de clients. Donc, du coup, aujourd'hui, ta marketplace, donc, qui on l'a pas dit, mais qui donc, va sortir d'ici la fin du mois de mai. Hein, voilà, donc, on encouragera tous les auditeurs, tu rappelleras l'adresse à la fin du podcast. Comment as-tu construit le catalogue de ta marketplace voilà, parce qu'effectivement, enfin, je vais interroger là, prochainement Philippe de Chanville de Mano Mano. Au début, Mano Mano s'appelait Mon Échelle. Et puis très vite, il a ajouté plein de références. Notamment, il est allé sur des sujets jardin, maison, etc. Et pas simplement bricolage. Donc, du coup, toi, comment tu as construit le premier catalogue de la beauté française? Alors pour, amener le catalogue, je vais faire le petit pitch, très rapide. Donc cette beauté française, c'est une plateforme d'achat donc responsable pour des acteurs engagés, comme on a vu tout à l'heure, donc marketplace B2B. Donc elle est destinée aux professionnels de la beauté et du bien-être. Elle vise donc à mettre en relation, en fait, des retailers de beauté afin qu'ils commandent en ligne pour avoir tout ce dont ils ont besoin pour faire vivre leur point de vente. C'est ce qu'on appelle donc, dans le jargon des marketplaces, les one-stop shop, où en fait les acheteurs vont trouver tout ce dont ils ont besoin, donc aussi bien les marques clean et engagées dont on a parlé, mais aussi bien du linge pour les instituts, les spas, des uniformes pour les conseillères de beauté, des emballages, des cadeaux, des échantillons, etc. Donc, je vais avoir une marketplace qui est construite sur un catalogue classique, j'allais dire au départ, comme des sites e-commerce B2C avec du visage, du corps, des produits cheveux et barbe, enfin ce genre de choses. Et puis un catalogue qui est dédié aux professionnels de la beauté avec des produits esthétiques, donc du petit matériel d'esthétique. On va voir voilà des emballages, des produits destinés aux professionnels de la beauté, de la PLV, du petit mobilier, etc. D'accord. Et toi, tu l'as structuré, enfin, tu l'as segmenté, ce catalogue, je ne sais pas quelle est la bonne expression, en fonction effectivement de ton expertise, ou c'est parce que c'est comme ça aussi que s'organise un peu, ou c'est les territoires que justement créent les nouvelles marques là, que tu accueilles sur ta marketplace. Comment tu as ces segments-là dont tu parlais, comment tu les as décidés? Non, c'est moi qui les ai décidés en me mettant à la place d'un acheteur, enfin d'un acteur de beauté, pour lui simplifier son voilà, c'est pour lui simplifier la vie, en fait. Donc c'est très intéressant d'avoir, toutes ces marques, toutes ces pépites françaises ensemble parce que, elles ont des gammes très courtes. Donc l'un va adresser, le shampoing, ou les cheveux et barbes, l'autre va adresser donc ensemble, elles sont beaucoup plus fortes et donc elles permettent de faire le référencement d'un point de vente, mais un point de vente, il a besoin de d'autres choses aussi. Donc c'était un moyen d'adresser, d'avoir quelque chose une marketplace se veut extrêmement large. Certains acteurs du marché vont adresser différents secteurs d'activité. Moi, j'ai choisi de rester dans la beauté, d'avoir quelque chose d'extrêmement cohérent dans la beauté, mais voilà, qui adresse une verticale beauté beaucoup plus large. D'accord. Et par ton modèle, justement, tu vas contribuer à finalement accélérer, c'est aussi ça un projet marketplace, la transformation digitale de cette distribution. Parce que tu vas effectivement leur permettre à ces clients d'acheter, de commander finalement, comme tu dis, sur un one-stop shop, plusieurs marques sans avoir à faire des commandes séparées, ce qui peut être assez lourd à gérer. Oui, oui, effectivement, ils peuvent commander, c'est pour l'instant 80 marques, déjà 80 marques, je dirais, au lancement, en un clic, en fait. Donc c'est extrêmement, facile pour eux, ça leur fait un gagner un temps, incroyable. Voilà. Donc ça, alors On va justement,
Euh, Si on s'intéresse un peu, c'est une bonne transition à ces marques. Donc les marques, tu as un peu décrit leurs caractéristiques, hein, qui sont des pépites, des marques qui sont très ancrées, enfin, sur le Made in France, etc. Donc les marques, tu peux nous dire un peu comment tu les as sourcées? Oui, bien sûr, ce sont des marques qui sont françaises à minima. Forcément, il faut faut être cohérent, ça s'appelle la beauté française, donc elles vont être, made in France à 90 d'entre elles. Enfin, après, on va pas s'interdire d'avoir, des marques françaises. Si je prends le cas du maquillage aujourd'hui, il a pris le virage, de la clean beauty, il a pris le virage du made in France, mais aujourd'hui, les marques, elles se sourcent plutôt en Italie et c'est pas pour autant que, je voulais les exclure. Donc elles sont marques françaises, mais pas made in France. Voilà, on en a quand même, hein, des marques, maquillage, made in France et il y en aura de plus en plus parce que c'est vraiment quelque chose qui explose, en ce moment. Après, on va aller chercher des jeunes pousses ou des marques à notoriété grandissante, donc qui sont engagées pour la protection, des hommes et de la planète et toutes, sont assez incroyables sur ce sujet. Et puis, on va aller aussi chercher des marques qui vont permettre aux retailers et aux points de vente de se différencier et de raconter une histoire nouvelle. Comme je disais tout à l'heure, en fait, on a, un marché où, tous les points de vente racontent un peu la même histoire, hein, en se basant sur ces marques historiques. Il faut qu'on arrive à changer les choses. Donc on va avoir aussi bien des marques de parfums, de cosmétiques, de capillaires, et cetera. Mais, on va pouvoir les trier ou choisir ces marques en fonction du bio, du zéro déchet, d'une histoire locale à raconter ou régionale à raconter, dans son point de vente. Voilà, qui devrait un peu faire changer les choses et éviter que tout le monde ait la même offre, en magasin. Donc du coup, tu as, parmi les attributs de chaque marque, un certain nombre d'attributs qui font référence à leurs caractéristiques, leur capacité à respecter aussi parfois un certain nombre de labels, de choses comme ça. C'est vrai qu'on s'y perd parfois un peu, hein, dans tous ces sujets du B Corp, du Made in France, du marque européenne. Voilà. Donc ça tu éclaires aussi l'acheteur sur ces sujets. Bien sûr, c'est justement une des forces, d'une marketplace parce que comme ça on a un catalogue, très large, il faut mettre passer du temps, à travailler ce point. Donc en fait, les acheteurs vont pouvoir trier, bien sûr par marque si ils savent les marques qu'ils recherchent, par région, ils vont pouvoir trier par valeur, donc ce qu'on disait, le bio, le vegan, le zéro déchet, et cetera, ou par réseau. Parce qu'il faut savoir que les marques aiment bien choisir les réseaux de distribution dans lesquels ils vont être, vendus. Donc une marque peut choisir, de ne pas être vendue en pharmacie ou de ne pas être vendue, voilà. Donc ils vont pouvoir aussi choisir, je suis un pharmacien, je me connecte et je viens voir les marques qui acceptent d'être vendues, dans mon réseau. Après on va trouver des attributs, plus fins ou plus voilà, donc bien sûr le genre et l'âge qui est un grand classique sur les marketplaces, hein, mais on va descendre jusqu'au bébé ou la femme enceinte, et puis on va pouvoir trier par éco-responsabilité, est-ce que je veux des produits, recyclés, recyclables, biodégradables, et cetera. Et alors quelque chose qui est très important pour les acheteurs, le coefficient de marge, bien sûr. Donc on va pouvoir aussi trier par, coefficient de marge, ce qui va faire gagner beaucoup de temps, à nos acheteurs. Donc oh bon, il y a plein d'autres filtres à découvrir, mais voilà les La position de marge, j'ai trouvé ça intéressant quand on a préparé le podcast et que tu en as parlé. Voilà, on voit l'influence de l'ancienne sales ouais. dans cet attribut. Effectivement, ça fait partie aussi de la transparence qu'on apporte à des clients. Donc, sur les sujets, donc bravo parce que tu auras au démarrage 80 marques. Je pense que ça va être très intéressant pour les gens qui vont se connecter à la marketplace. Ces 80 marques, j'imagine, voilà, ça t'a pris du temps de les onboarder, puisque c'est vrai qu'on explique là et tout le monde explique, tous les participants à ce podcast, que effectivement l'onboarding des vendeurs, c'est quelque chose de très stratégique, mais il y a aussi des charges quand même assez administratives, etc. Ça, tu as réussi à l'optimiser. Comment ça s'est passé? Oui, alors, effectivement, quand on se lance, on se dit: «Comment je vais trouver mon premier vendeur?» Mais en fait, je
très vite, je me suis rendu compte que j'étais assez attendue, en fait. Donc j'ai eu mes premiers vendeurs et puis le buzz a fonctionné, le bouche à oreille, ils sont passés le mot. J'ai fait quelques posts sur LinkedIn et Instagram et en fait, les vendeurs sont vite venus à moi. Je m'étais, pour être honnête, fixé une MVP, donc un minimum viable product à 35-50 marques, ça aurait été génial. Voilà, et donc je lance avec 80 marques, donc je suis effectivement très contente. Après, pour les onboarder, effectivement, on a mis un process en place pour simplifier et avoir quelque chose de qualitatif. Donc, on leur fait passer un fichier Excel qui leur permet, enfin, c'est très didactique, ça simplifie le process aussi bien pour les marques que pour nous. Ça permet d'onboarder en une fois. Et puis, on accompagne ce référencement initial, en fait, pour garantir la qualité des éléments mis en ligne, bien sûr. Hein. C'est essentiel dans un environnement lié à la beauté et au luxe. On s'attend à quelque chose d'extrêmement fiable. D'accord. Aujourd'hui, dans la MVP de ta marketplace, est-ce que, alors j'imagine que, enfin, comme c'est des marques qui sont finalement, enfin, elles sont pas, enfin, en concurrence dans la mesure où elles proposent des produits un peu uniques. Mais donc, t'auras pas de notion. Si je suis un acheteur, par exemple, et que je veux acheter, je cherche du shampoing solide. Est-ce que tu pourras avoir une approche, proposer plusieurs marques pour cette catégorie shampoing solide ou tu gères pas encore ça dans la marketplace? Si, j'ai bien sûr plusieurs marques qui font du Oui, shampoing solide, plusieurs marques qui font un remplaçant du gel hydroalcoolique ou enfin ce genre de choses. Oui, oui, tous les segments, il y a plusieurs marques. Après, tu ils sont pourras pas proposer encore. plusieurs offres en fait pour un même segment, quoi. C'est ça? Oui, tout à fait. Ok. Ben ça, c'est effectivement bien. Alors, si on parle des acheteurs, parce que tu disais effectivement que les acheteurs, c'était des points de vente de beauté, donc ça peut être des concept stores, ça peut être, j'imagine, des centres de bien-être, des spas, etc. Tu peux nous en dire un peu plus sur les types d'acheteurs que tu vises? Oui, bien sûr. Donc, tous les acteurs de la beauté. Donc, ça va aller de l'esthéticienne ou de la vente à domicile, coiffeurs, les barbiers, les instituts de beauté, les spas d'hôtel. Enfin, là, j'en passe, les ongleries, ça pourrait être voilà ce genre de choses. Ensuite, on va voir les pharmacies, les parapharmacies, les parfumeries indépendantes, les groupements de parfumerie, les grands magasins, les chaînes de parfumerie si elles le souhaitent, hein, je suis pas Oui. sûre, mais voilà, les concept stores qui se développent beaucoup, les magasins spécialisés qui font que du bio, du vegan, du vrac, ce genre de choses, même les sites e-commerce B2C. Enfin, voilà, j'estime qu'il y a plus de 60 000 points de vente potentiels, en tout cas de personnes qui pourraient être intéressées par cette plateforme. D'accord. Alors, 60 000 points de vente en France. En France, tout à fait. Sachant Mm. qu'effectivement, bah, les marques, tu peux border des marques qui sont effectivement qui sont par définition françaises, mais demain, tu peux aussi du coup avoir des acheteurs dans d'autres pays. Enfin, faut déjà commencer sur un territoire euh, et Oui. puis après se développer. Aujourd'hui, enfin, est-ce que dans ta MVP, il y aura la possibilité de demander des devis ou pas encore? Donc, c'est pas quelque chose que tu envisages. C'est quelque chose que j'envisage, mais sur des choses bien spécifiques, c'est-à-dire que ça va être du linge avec le logo, par exemple, de l'hôtel ou ce Ah genre oui. de choses. Donc, ce sera plus pour ça, pour les devis. En revanche, les prix sont déjà négociés. Donc, en fait, normalement, les acheteurs, et même en passant en direct, ne trouveront pas un meilleur prix que sur la marketplace. D'accord. Bon, bah, quand on est un acheteur, pour se créer un compte, c'est, j'imagine, assez facile en termes de création de compte. Bon, c'est des acheteurs professionnels, donc tu leur demandes quand même leur cabis, etc. Comment ça se passe? Alors effectivement, ils vont renseigner un petit formulaire rapide et on s'assure que ce sont bien des acteurs de la beauté. Donc on va leur demander leur numéro SIRET, code NAF, etc. On va aller vérifier qu'ils sont bien acteurs de la beauté. Donc en fait, tout le monde peut venir sur cette marketplace et regarder les marques. En tout cas, dans un premier temps, tout le monde le peut. Et après, seuls les acteurs validés et acceptés via code SIRET, NAF, etc., ont accès au prix et peuvent commander en ligne. Les autres n'ont pas accès au prix, bien entendu. D'accord. Donc, on est sur un modèle marketplace, y compris en termes de facturation. C'est effectivement la marque qui va facturer l'acheteur. Et de ce point de vue-là, donc pareil, en termes logistiques, hein, c'est la marque qui va envoyer
va envoyer le produit. Du coup, t'as pas réfléchi, enfin, ou peut-être à proposer de la facturation pour compte de tiers, ce type de choses, ou pour proposer. Il y a des marketplaces qui offrent un service qui est finalement de faire la facture multivendeur, finalement, pour simplifier la vie de leurs acheteurs. Donc, toi, tu laisses les marques facturer directement, en fait, c'est ça? Pas du tout. C'est Euh, C'est une force, et je suis contente de les citer aujourd'hui. C'est une force de Wizaplace. Donc, c'est la solution SaaS que j'utilise. Et donc, la facture est automatiquement générée par le système en lieu et place du vendeur, en fait. Donc, il y a une commande multivendeur et il va y avoir des factures qui vont partir par vendeur de manière automatique. Moi, ce que j'ai à gérer, donc ça soulage énormément les vendeurs qui s'évitent toute la paperasse de la facturation. Donc, ils sont très contents. On n'a pas parlé tous les points pour les vendeurs, mais c'en est un point important pour eux. Moi, de mon côté, je vais devoir leur facturer une commission puisque le système, effectivement, pour aider ces marques, si je puis dire, je ne leur demande ni frais fixes ni rien. C'est-à-dire que s'ils ne vendent pas sur la marketplace et si je ne joue pas mon rôle d'apporter des acheteurs, eh bien, ça ne leur coûtera rien. En revanche, si effectivement je leur trouve des acteurs de la beauté qui achètent leur marque, eh bien là, je prends une commission. Et donc, moi, j'aurai à émettre une facturation de cette commission, mais pour un vendeur, il n'a aucune paperasse à gérer, aucun papier à faire, ni facture ça, de c'est son côté. effectivement, bon, évidemment, les experts, enfin, les gens qui écoutent ce podcast couvrent parfois le monde marketplace, il y en a d'autres qui connaissent, mais effectivement, il y a la facture de la marque, du vendeur pour le client, et puis il y a la marketplace qui facture à la marque la commission qu'elle décide d'appliquer. Comment, alors tu disais 60 000 points de vente, c'est un gros marché très, très prometteur. Et comment tu vas aller les chercher, ces points de vente? Alors, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Non, c'est vrai. Voilà. Donc, bon, déjà via les réseaux sociaux pour ceux qui y sont. Alors, c'est vrai que je suis très LinkedIn, très Instagram dans un premier temps. C'est vrai que petite équipe, on se disperse pas encore très largement. Via des newsletters ciblés, bien sûr. Je vais adresser ça par réseau et en fonction de ce qui les intéresse pour avoir quelque chose de très ciblé. J'ai bien sûr un réseau. Comme on l'a dit, voilà, j'étais dans le sales de la beauté Ouais. pendant 25 ans, donc j'ai un réseau et j'espère que mon réseau me suivra. Et puis, j'ai les vendeurs qui m'ont fait un accueil incroyable et qui sont très enthousiasmés par cette marketplace et qui sont à mes côtés. Donc, je suis sûre qu'ils vont aussi m'aider à trouver et à parler de cette marketplace. Donc, pour l'instant, on va commencer avec des canaux également SEO parce que je vais avoir un blog, donc de l'inbound marketing pour faire parler des marques, pour parler des régions, pour initier aussi, rappeler ce qu'est le Made in France, etc. Et puis, ensuite, on verra pour passer aux canaux payants pour accélérer la C'est croissance. une stratégie intéressante. Donc, une stratégie drivée par des contenus, l'éducation aussi Ouais. du marché. Et puis, c'est vrai que ce qu'on observe, c'est que bon, on dit toujours la marketplace, c'est un modèle d'offre, mais c'est vrai que les vendeurs peuvent être aussi finalement ceux qui vont inciter des clients qu'ils ont dans des circuits traditionnels à passer par la marketplace parce que ça facilite, comme on l'a dit, énormément la vie pour un vendeur en termes de suivi de la commande, facturation, etc. Tout ça. Mm. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant parce qu'on observe sur d'autres marketplaces que finalement, parfois, des vendeurs disent à leurs acheteurs, ben, ça devient mon canal d'achat, vous passez par là pour me faire des commandes. Vous ne passez pas par d'autres biais. Donc ça, c'est intéressant. T'envisages, alors aujourd'hui, tu lances une MVP. Enfin, moi, je suis bien impressionné de ce que tu as réussi à faire en quelques mois. Parce que je crois que tu avais le projet en tête depuis plusieurs mois, mais tu as vraiment lancé les choses en novembre, enfin fin d'année dernière. Tout Ça, à fait, oui, ouais, exactement. bravo. Ouais. Bravo. Tu as choisi aussi des bons partenaires, notamment avec par exemple Wizaplace. Mais qu'est-ce que tu envisages de proposer aussi comme service un peu additionnel à tes marques?
Écoute, j'ai plein d'idées, je dois dire. Après, c'est vrai qu'il va falloir d'abord amorcer, puis après financer ces nouvelles idées. Je te propose qu'on se donne rendez-vous Oui, dans un parfait. prochain podcast pour que je te raconte ça. Avec grand, je propose toujours aux invités de refaire un deuxième podcast 6 à 8 mois après le premier. Donc, volontiers, on fera ça au cœur de l'hiver. Mais plus globalement, aujourd'hui, de toute façon, on l'a pas dit, mais donc tu es lancé en autofinancement en fait, sur ce projet. Tout Donc, à tu vas fait. voir effectivement comment ça marche et opérer, créer du business, etc. Puis après, tu iras peut-être chercher des financements complémentaires dans l'année, quoi. C'est ça ta vision? Effectivement, tant que je peux me lancer, amorcer, voilà. Après, il est évident que le moment venu, et sûrement pour soutenir la croissance et le développement à l'international, je passerai par une levée de fonds si c'est ce que tu sous-entends. Oui, oui, oui. Bon, après, Ouais. ça peut s'appeler de différentes manières, mais c'est aller chercher effectivement du financement, aller chercher aussi des partenaires, voilà, des associés, etc. Mm, Bon. tout à fait. Alors, sur le dernier point, qui est le sujet des transactions, donc tu as dû découvrir le monde des PSP à l'occasion du lancement de ta marketplace. Donc, ça, c'est pas. Donc, tu utilises MangoPay ou les Monoway, je sais, Lemonway, tout à les fait. Monoway, voilà. Mm. Comment ça s'est passé, ces sujets de contractualisation avec le PSP, de mise en place du PSP dans la marketplace? Ça a été Ça a Ouais. été douloureux. Non, je suis contente aujourd'hui de m'appuyer sur une référence du marché français qui est Lemonway. Grâce à eux, donc, on propose aujourd'hui un paiement carte bleue en virement immédiat et puis passer un certain montant pour les acheteurs se voient proposer en fait du prélèvement à 30 jours, donc avec des délais de paiement. Mais c'est vrai que très honnêtement, c'est un élément clé d'une marketplace et qu'il faut avoir en tête ou en tout cas envisager dès la création de sa marketplace. Pour moi, en fait, pourquoi je dis que ça a été un peu douloureux, c'est que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai dû reporter le lancement de la beauté française. J'ai été contrainte de changer de PSP à quelques semaines du lancement parce que le PSP, il pouvait pas intégrer le prélèvement sur ma solution marketplace et qu'en fait, quand on fait du B2B, c'est un incontournable. Donc, j'ai préféré reporter le lancement, prendre du retard, mais ne pas avoir de pain point là-dessus par la suite. D'accord. Donc, parmi les conseils que tu donnerais aux auditeurs, à ceux qui veulent lancer la marketplace, c'est effectivement, faites attention à ce sujet et commencez à être sûr que le choix de votre partenaire de paiement est bien compatible avec l'expérience utilisateur que vous voulez mettre en place dans votre marketplace. Exactement, ouais, tout à fait. Alors, je note aussi, et c'est normal, hein, tu as des partenaires technologiques made in France, donc ça c'est bien. Tu pouvais difficilement, t'appelant la beauté française, prendre des solutions de paiement non made in France, donc c'est bien parce que tu as un framework Wisaplace qui est made in France et un PSP Lemonway qui est made in France. Voilà. Tout à fait. Donc, tu es totalement cohérente avec ta promesse de marque. Alors, en conclusion, Marie-Laure, mais on se reparlera d'ici la fin de l'année, parce que je suis sûr que ça va beaucoup se développer, tu auras plein de choses à nous dire. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à celles et ceux qui veulent se lancer dans le monde marketplace? J'allais dire comme dans tout business, de vérifier qu'il y a un marché, même si c'est un marché de niche, très ciblé, voilà, vérifier l'étendue du marché, pas être trop petit non plus. Souvent, on voit des personnes, enfin, j'en discutais avec mon prestataire de solutions de marketplace, mais beaucoup peuvent arriver avec des choses bien trop petites pour une marketplace. Il faut qu'on puisse tirer le fil et avoir quelque chose de large. Le deuxième point, c'est ne pas hésiter à se lancer avec un MVP. C'est peut-être un des défauts féminins, peut-être plus, mais ne pas attendre en fait d'avoir atteint la perfection pour se lancer. En tout cas, moi, dans le monde de la beauté et du luxe, c'est vrai que j'ai toujours tendance à pousser toujours le curseur pour que ce soit toujours plus beau, toujours plus expérientiel. Et je pense qu'à un moment donné, il faut dire stop et se lancer. Donc ça, c'est très important. Et puis tu le disais tout à l'heure, le PSP, hein, il doit convenir à son besoin et il faut l'intégrer au plus tôt dans les discussions pour être
parce que c'est le plus gros pain point, hein, des acheteurs. C'est quand même le moment où ils doivent débourser ou cliquer sur acheter. Donc, Bien sûr. Donc, il faut que ça marche. Alors, écoute, merci beaucoup, Marie-Laure, pour ton partage d'expérience sur ce beau projet. Donc, on donnera aux auditeurs sur la page de présentation du podcast, hein, les références du site quand il sera sorti, pour qu'ils puissent aller s'y connecter. Donc, vous retrouverez hein, ce podcast sur les plateformes habituelles, Apple Podcast, Deezer, SoundCloud et également Open Acast, et sur la page marjorie.co. Voilà, donc c'était Marie-Laure Durier, CEO et fondateur de La Beauté Française. Merci à toi, Marie-Laure, et bon courage pour ton lancement. eh ben, c'est gentil. Merci beaucoup, Alexandre. Et à très vite sur La Beauté Française. Merci.